Merci Fatih. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, ce violent incendie qui s'est déclaré hier soir à Taïf dans la commune de Kayi. Nous sommes dans la région de Kaffrine. Presque toutes les maisons sont réduites en cendres, des vivres et des semences également partis en fumée. C'est la 5e fois que ce village enregistre un incendie d'une telle violence. Nous suivrons en Wolof le chef de village qui s'est exprimé au micro de notre correspondant à Kaffrine, Oumar Ndiaye. Comme vous le voyez sur ces images, il ne reste presque plus rien dans ce village malgré l'intervention des sapeurs-pompiers. Ici à Dakar, des sites de recasement leur font dans le programme de résilience. Les artisans établis à Yoff égrènent leur chapelet de doléances regroupés autour d'une fédération. Ils ont fait face à la presse hier pour exprimer leur colère au micro de notre reporter Ibrahima Kane. Officiant le long du mur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, mécaniciens, soudeurs métalliques, entre autres, en plein dans leurs activités. Regroupés autour de la fédération Mbolo Moy Dollé, ces artisans se disent laissés à eux-mêmes. Une de leurs principales revendications aujourd'hui, un espace digne de son nom. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est des sites de recasement immédiats. Des sites de recasement immédiats. Ça, nous le voulons. On est dans une voie rue, vous voyez, nous voulons des ateliers modernes. La façon dont nous travaillons pas, c'est pas bon. Les chantiers avancent, et puis vous voyez, le dernier la clôture là, on a tout morcelé. Et la part des artisans, nous devons avoir notre part. Frappés de plein fouet par les conséquences de la Covid-19, ils espéraient bénéficier au moins du soutien de l'État dans le cadre du programme de résilience, mais en vain. Le plan de résilience force Covid-19, que le ministre avait injecté presque 30 et quelques milliards, suppose 60 milliards, rien n'est abouti. Tout cela nous attendons. Et sur ce point-là, je lance l'appel à monsieur le ministre de Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, qui est sur ce truc-là. Donc il n'a qu'à gérer cet argent-là. Ça nous appartient, il n'a qu'à nous donner. C'est ça que l'on veut. Ces acteurs disent interpeller leur ministre de tutelle pour une issue heureuse à leurs revendications. Ils entendent investir la rue si solution n'est pas trouvée à leurs problèmes d'ici quelques jours. Merci Boukane. Lutte contre les inondations à Kermassar. Les travaux de réalisation des ouvrages de drainage des eaux pluviales avancent comme prévu. Il s'agit d'infrastructures de canalisation et de 5 bassins de rétention qui seront livrés avant la fin de ce mois de mai. Le ministre des collectivités territoriales, Oumar Gueye, a effectué hier après-midi une visite de chantier compte rendu d'Ongokaz Malik Diop. La réalisation d'ouvrages de drainage des eaux pluviales entre Mbao et Kermassar suit un rythme soutenu, d'où la satisfaction du ministre des collectivités territoriales. Partout où nous sommes passés, nous avons été accueillis par des entreprises qui travaillent. Il y a 2 entreprises principalement. Il y a Enan Chine, d'une part, et CSTP. Nous sommes rassurés parce que nous avons vu que les travaux avancent correctement par rapport aux prévisions. Mais nous avons demandé aux entreprises d'accélérer. Les entreprises contractuelles ont mobilisé des moyens colossaux. Le ministre Oumar Gueye espère que le délai de livraison des ouvrages sera bien respecté. Parce qu'il nous reste à peu près 2 mois. Parce que notre deadline pour nous, c'est le 31 mai. Et pour cela, il faut que les entreprises accélèrent. Ce que ces entreprises ont eu à accepter en multipliant les équipes. Ce n'est pas un travail facile. C'est un chantier très consistant, mais nous sommes persuadés que ce délai sera tenu parce qu'il y a un engagement citoyen des entreprises, il y a l'engagement de l'agence de développement municipal, mais accompagné aussi en cela par les autorités administratives qui jouent un rôle extrêmement important. La situation du marigot de Mbao, qui est le point d'exitoire, est aussi prise en compte. Nous avons vu également qu'il y a des travaux à faire au niveau du marigot de Mbao. Et cela également a été pris en compte par l'ADM avec les entreprises. Il y a d'autres entreprises qui vont intervenir pour élargir un peu le lit du marigot de Mbao et faire en sorte qu'il y ait un écoulement correct et régulé des flux d'eau que nous attendons en fonction de la pluviométrie qui va arriver pour l'année prochaine.
La réalisation de ces infrastructures constitue la phase d'urgence du projet 2, programme de gestion des eaux pluviales. La mise en service de ce dispositif de pompage d'urgence des eaux pluviales doit solutionner une grande partie des problèmes d'inondation à Keur Massar et ses alentours. Le constat est là au Sénégal. Beaucoup d'artistes, certains notamment, ont une fin triste. Ces acteurs culturels, souvent frappés par des maladies, vivent mal leur fin de carrière malgré l'existence d'une mutuelle des artistes. Vous avez suivi hier dans les colonnes du journal L'Observateur le cri du cœur de Baye Eli, l'artiste comédien. Nous avons donné la parole à certains acteurs culturels, mais aussi à l'administrateur de la mutuelle de santé des artistes dans ce reportage réalisé par Maïmouna Ndiaye. Les images d'Yafaraba. Cet homme est connu du grand public, plus de 40 ans de présence dans le milieu des arts et de l'audiovisuel. Toutefois, le comédien manifeste ce pincement au cœur des artistes qui peinent à joindre les deux bouts ou même ne peuvent pas se soigner correctement. Il faut s'organiser en conséquence. On ne dira jamais que ce métier ne nous donne pas de quoi vivre ou bien nous n'avons pas d'argent. S'organiser, cela veut dire qu'à travers les contrats que vous avez, vous faites une sorte d'épargne quelque part en faisant ce que dit le Wolof et le Dourer. Pourtant, pour corriger ce manquement, l'État avait mis en place en 2016 la Mutuelle nationale de santé des acteurs culturels. Mais cette équation est toujours d'actualité. Le premier constat, c'est que la plupart des acteurs sont très négligents. L'État n'a jamais versé depuis 2019, depuis que nous avons commencé les prestations de soins, l'État ne nous a jamais versé la part de cotisation qui lui revient. Parce qu'en définitive, tout a été paramétré au plan technique pour que chaque bénéficiaire puisse cotiser 7 000 francs par an. Sur les 7 000 francs, vous versez la moitié, 3 500, et l'État verse les 3 500 autres. Il y a d'autres métiers qui sont connectés très sérieusement à ce que nous faisons. Je suis allé en Europe beaucoup de fois. J'ai même eu à gérer une radio communautaire. Donc, toutes ces activités-là m'ont donné la possibilité, hormis les tournages et autres, d'accompagner certains services et certaines entreprises. Avec l'initiative de la mutuelle, l'idée est salutaire, mais le chemin à parcourir est encore long. L'idée est de voir les acteurs culturels vivre de leur art et dignement aussi. Après la culture, le sport, 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022, le Sénégal qui accueille cet après-midi à Thiès au stade Lat Dior, l'Eswatini, la recherche du meilleur système de jeu, un des défis à relever par le sélectionneur Aliou Cissé. Dans l'autre rencontre de ce même groupe, un nul suffit au Congo pour se qualifier au Cameroun aux éliminatoires ou bien même aux phases finales de la CAN 2022 qui se tiendra au Cameroun, cher Sadibou Diarra. Le même système 3-5-2, mais un 11 remanié, c'est très probablement l'option du sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, face à l'Eswatini ce mardi. Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, va faire son retour au sein de la défense, où est également pressenti le gardien de but Seny Dieng et le stopper Abdoulaye Seck. Les titularisations d'Alassane Ndao, d'Abdoulaye Sima, Famara Diédhiou ou Mambaba Thiam sont probables, alors que Crépin Diatta et Abdou Diallo sont incertains. L'Eswatini, l'adversaire, a pris ses repères sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès. Il s'est déplacé avec un groupe de 20 joueurs, l'espoir de s'offrir un premier succès dans le groupe I en bandoulière. Le Sénégal, pour sa part, compte garder son invisibilité, 4 victoires, 1 nul pour le moment. Le Congo, actuel deuxième du groupe, est juste à la recherche d'un point devant la Guinée-Bissau pour composter son ticket pour la CAN 2022. Avant l'international, on peut écouter la réaction du milieu de terrain Franck Kanouté. C'est lors de la conférence de presse d'avant-match. Je ne pense pas qu'il n'y a pas des matchs faciles ici, surtout en Afrique, parce que même si les Swatini sont derniers du groupe, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont venir nous laisser faire les choses facilement.
parce qu'ils jouent avec le Sénégal, l'un des plus grandes équipes en Afrique. Donc ils veulent montrer quelque chose de plus. Donc on va s'entendre. Pour moi, un match un peu plus intense que celui qu'on a joué mardi contre le Congo. Souhaitons bonne chance à nos Lions. Plus de détails dans nos prochaines éditions. L'actualité internationale, c'est avec vous, Maud Fall. Nous nous rendons au Niger. Mohamed Bazoum, président nouvellement élu, s'est prononcé pour la première fois après la proclamation des résultats. Il n'écarte pas le retrait partiel des forces Barkhane réclamé par les parlementaires de la France. Bazoum demande tout simplement à la puissance coloniale de maintenir son dispositif aérien au Sahel. Nous l'écoutons. De la France, dans la mesure où il maintiendrait le dispositif aérien, n'aura pas de grand effet sur le cours de la situation et sur le rapport de force. Vous savez que l'armée française n'est pas impliquée physiquement au sol contre les djihadistes. Le mode d'action, le concept des opérations tel qu'il est mené, procédant d'une volonté de faire le maximum d'économies de pertes en vies humaines, a dicté un comportement à l'armée française et qui fait que même si certains effectifs sont retirés, cela n'aura pas un grand impact sur le terrain. L'impact sera davantage symbolique et politique qu'opérationnel, tout simplement. Ce qui nous importe, nous, c'est une certaine présence des forces aériennes françaises qui, elle, de mon point de vue, sera garantie, quels que soient les effectifs français qui seront présents dans le cadre de cette opération. Mohamed Bazoum, le président nigérien nouvellement élu, restitution des biens au peuple rwandais et algérien, des biens pillés à l'époque coloniale. Le président français donne des gages à l'Afrique, des gages symboliques multipliés par Emmanuel Macron pour normaliser la France-Afrique, a souligné que le rapport d'historien publié vendredi établissant des responsabilités accablantes de la France dans le génocide de Tutsi en 1994 a posé un nouveau jalon dans cette dynamique qui se veut plus égalitaire, moins paternaliste, loin de l'héritage colonial et des dérives de la France-Afrique. Plus de détails avec Mamoudou Moustapha Ndiaye. Viendront à Wolof, l'Union européenne va allouer 271 millions d'euros pour la construction ou la rénovation de 5 ans de migrants sur les îles grecques. C'est ce qu'a annoncé lundi la commissaire européenne Eva Johansson à Lesbos. Elle a également fait appel à la Turquie à réadmettre immédiatement les migrants renvoyés de Grèce. Birmanie, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné lundi les violences absolument inacceptables après le week-end le plus sanglant depuis le coup d'État du 1er janvier ou février et appelé la communauté internationale à une plus grande unité. Il est inacceptable de voir des violences contre les gens d'un tel niveau, tant de personnes tuées, 500, le nombre estimé, a commenté le chef de l'ONU lors d'une conférence de presse. Nous terminons, Fatih, avec votre ami Alexei Navalny. Alexei Navalny affirme avoir fait l'objet de 6 réprimandes en 2 semaines. Or, il en suffit de 2 pour être envoyé à l'isolement. Son état de santé inquiète désormais ses proches. Condamné début février, l'opposant russe a été envoyé à la fin du mois dernier dans la colonie pénitentiaire IK2, à une centaine de kilomètres à l'est de Moscou. Il est accusé de plusieurs infractions mineures par l'administration pénitentiaire, des infractions qui pourraient le conduire en cellule disciplinaire. Alexei Navalny, l'opposant du Kremlin. L'opposant russe et le poison. Peut-être on va l'intituler cet épisode le retour. Le fameux retour d'Alexei. Voilà. Navalny, emprisonné maintenant, qui est entre les mains de Poutine. Ah oui, absolument. Mais bon. S'il accède au pouvoir, quand même. Je pourrais être conseiller. Mais pourquoi pas. Merci beaucoup, Fall. Oui. Merci beaucoup, Fall le sobre. Ah, mais tu laisses ici le Mozambique et tu nous parles de Navalny quand même. Hein? C'est l'ami de Navalny. Il y a une ville qui a été, qui est tombée aux mains des djihadistes. La ville de Palma, c'est voilà. Et une autre ville également de 70 000 habitants
qui serait aux mains de l'État islamique. Ah non, ça c'est grave. Voilà, les populations sont obligées de fuir pour rallier la capitale. On l'avait soulevé hier, Mortala, mais bon. Ah non, il fallait suivre l'information, parce que Navalny quand même... Laissez notre Fall sobre. La vue tombée hier, oui. Hier c'était vers... On va y revenir, Fall. Et puis, on avait déjà souligné. Non, je sais. C'est notre... Laissez maintenant, Dandanan, il passe à sobre. Laissez-le tranquille. Merci beaucoup, Modou Fall et Chérif Dia. Rendez-vous à 8h pour la deuxième partie. Vous l'avez certainement constaté, Mortala est avec nous sur ce plateau. Bonjour, Mortala. Bonjour, Fatih. C'est un plaisir de te retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé, Fatih, d'être là. On est d'attaque? Oui, on est d'attaque pour cette revue des titres. Alors, attaquons. C'est tout de suite. On va attaquer avec l'Observateur. Moi aussi, c'est tout de suite. Oui, avec le jingle.